Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc comme promis pour parler de certaines puissances qui sont aujourd'hui considérées comme des puissances mais qui sont malheureusement incomplètes, à l'image du Japon. En effet, le Japon, d'un point de vue économique, c'est ce qu'on appellera le Gold Power, est la troisième puissance économique mondiale. En termes d'industrie, de technologie, de recherche et de développement, d'entreprises mondiales, par exemple Sony, Toyota, Mitsubishi, il s'agit d'une véritable puissance commerciale et forcément, elle a un rôle à jouer à l'échelle mondiale. Malheureusement, vous le voyez, c'est un pays qui est globalement pauvre en ressources naturelles, qui est très dépendant de ses voisins et qui présente un territoire finalement assez exigu, des capacités de développement qui sont assez faibles. Donc un pays riche, un pays très développé, mais un pays qui est limité par son territoire. De la même manière, c'est une puissance financière extrêmement importante. La bourse de Tokyo est une bourse qui compte parmi les plus importantes au monde. Et c'est aujourd'hui le deuxième créancier des États-Unis. Donc, c'est le Japon qui a financé beaucoup de choses aux États-Unis. Malheureusement, d'un point de vue économique, vous le voyez, le Japon est aussi passé par une crise économique dans les années 90 et connaît aujourd'hui un endettement qui est extrêmement élevé, 246% du PIB, donc elle a une dette qui équivaut à 246% de la richesse qu'elle produit en une année, ce qui est colossal. De la même manière, vous avez l'encadrement de l'économie par l'État, ce qui permet d'avoir une certaine stabilité. Le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie est extrêmement puissant, ce qui permet justement de maintenir une économie forte. Mais vous avez aussi beaucoup de vulnérabilité. Vous l'avez constaté en 2011 avec l'accident nucléaire qui a eu lieu à Fukushima. Ça va beaucoup déstabiliser le gouvernement, beaucoup déstabiliser le pays, et ça va réduire justement la capacité du pays à se relever économiquement. Ça reste une puissance indéniable, mais la situation est parfois difficile. Enfin, en termes démographiques, vous voyez 127 millions de Japonais, des mégalopoles qui sont extrêmement puissantes, énormément d'investissements dans l'éducation, ce qui est extrêmement réjouissant d'un point de vue économique et pour le futur du Japon. Le problème, c'est que la population est globalement vieillissante. On est dans une des populations les plus vieilles du monde et ça entraîne forcément une crise sociale. Une crise en termes de hiérarchie de la société, une crise en termes de valeur du travail. On a énormément de suicides, énormément de pressions qui sont mises sur les jeunes pour le mariage, pour le travail. Donc une situation sociale qui peut être assez difficile. Donc des avantages en termes de puissance économique qui sont indéniables. Le Japon aujourd'hui compte à l'échelle mondiale. Mais une situation qui est assez précaire puisque le futur n'est pas forcément très réjouissant quand on envisage le vieillissement de la population. Et vous voyez ici, on parle de séismes et de régions touchées. On est dans les régions qui sont principalement habitées par les populations japonaises, donc des régions qui sont très à risque, comme en témoigne l'accident de Fukushima qui a eu lieu justement en 2011 et qui met en évidence le fait que les centrales nucléaires japonaises pourraient assez facilement être endommagées ou touchées par les risques sismiques que connaît le Japon. Vous le voyez ici également, l'évolution des taux de natalité et de mortalité au Japon. Donc effectivement, on a une mortalité qui est assez faible, et c'est caractéristique des pays développés, mais on a aussi une natalité qui a diminué drastiquement au cours des dernières années, et c'est inquiétant puisqu'aujourd'hui on constate qu'on a moins de naissances que ce qu'on a de décès. Donc une situation qui est assez inquiétante pour le Japon. D'un point de vue hard power, le Japon, et c'est là surtout ce qui blesse, le Japon est totalement démuni, puisque s'il fait partie de certaines missions de l'ONU pour la paix, et qu'il possède une force d'autodéfense de 200 000 hommes, il n'a pas de siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, donc une capacité assez faible à faire entendre sa voix malgré sa puissance économique. Il est encore sous protection militaire américaine et il ne possède pas d'armes nucléaires, tout en étant à proximité de la menace nord-coréenne. Donc, militairement, le Japon n'est pas une puissance, ou disons une faible puissance. Et donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de puissance incomplète, puisque économiquement, c'est bien évidemment un membre de la triade, mais militairement, c'est un pays qui reste assez fragile. Et vous le voyez ici, l'un des derniers lancements nucléaires qui a été effectué par la Corée du Nord a survolé le Japon, ce qui démontre qu'ils sont tout à fait capables de frapper le Japon si nécessaire, et comme il y a déjà des tensions dans la région, ça peut être relativement inquiétant. C'est ce que l'on voit aussi ici, avec les différents missiles testés, vous voyez, la Corée du Nord, est aujourd'hui capable de toucher bien des régions du monde en fonction de ces différents missiles. Donc, la situation du Japon est assez particulière puisqu'elle est assez peu apte à se défendre si nécessaire.
Par contre, là où le Japon se distingue, c'est dans sa capacité d'influence, dans le soft power. On a aujourd'hui de très nombreux produits culturels d'exportation, jeux vidéo, mangas, par exemple, qui participent à la culture mondiale, qui sont connus dans le monde entier, qui placent le Japon sur la carte du monde en termes d'influence. Même si, encore une fois, la langue et le mode de vie japonais freinent un peu cette diffusion parce que c'est pas forcément facile d'accès. Mais on a malgré tout un intérêt très marqué pour cette culture. À cela s'ajoute aussi tout ce qui relève du mode zen, des arts martiaux, de la gastronomie, de la mode et de l'art japonais qui se diffusent énormément. Mais ça reste malgré tout un pays qui est peu attractif, qui est souvent assez fermé à l'immigration, qui a une image relativement négative sur certains aspects, espionnage industriel par exemple, impérialisme japonais, brutal avant la Deuxième Guerre mondiale, puisque le Japon a effectivement mené des guerres assez violentes contre la Chine et contre la Russie. Néanmoins, certains événements participent à l'ouverture du Japon, à l'image des Jeux de Nagano en 1998 et des Jeux de Tokyo qui auraient dû avoir lieu en 2020, mais qui seront, comme vous le savez, comme vous l'avez très certainement entendu ces derniers temps, reportés, repoussés, donc pas forcément annulés, mais repoussés à d'autres instants, à d'autres dates, compte tenu de l'épidémie mondiale qui nous frappe actuellement. Et donc c'est là que c'est intéressant, vous le voyez, le Japon est une puissance économique, une puissance culturelle, mais pas une puissance militaire. C'est pour ça qu'on peut difficilement considérer le Japon comme une puissance à part entière. C'est une puissance, certes, mais c'est une puissance incomplète. Quoi qu'en disent les événements de Nagano ou de Tokyo. De la même manière, une autre puissance doit être abordée, celle de la Chine. La Chine, on la considère aujourd'hui de plus en plus comme une puissance mondiale. Et c'est tout à fait exact, mais vous allez le voir, sur certains aspects, elle peine encore à s'imposer. Et pour cause. D'un point de vue économique, la Chine, c'est un pays émergent à l'origine, mais au-delà de sa participation aux BRICS, c'est aujourd'hui la deuxième puissance économique, la première économie d'Asie. C'est l'atelier du monde, c'est là où se créent la plupart des produits. C'est un taux de croissance qui est extrêmement élevé, 8%, c'est quelque chose qui dépasse très largement ce que l'on connaît en Occident. C'est aussi une puissance démographique et un marché intérieur fort. On a un potentiel en termes de développement économique qui est extrêmement important. Et on a de plus en plus une classe moyenne qui apparaît, ce qui est synonyme du développement de la société. On a un territoire qui est immense, donc qui est capable de se développer, de s'adapter à la demande, à la nécessité, et une façade maritime qui est extrêmement intéressante puisqu'elle permet de se connecter à l'ensemble du monde. Enfin, elle a une ouverture vers l'extérieur qui est de plus en plus marquée, avec des exportations qui concernent le monde entier, et elle fait aujourd'hui partie des membres de l'OMC, donc elle s'insère dans ce réseau économique mondial. Malheureusement, la Chine souffre encore d'une image assez négative, notamment en termes de contrefaçon, de piratage, en termes de qualité aussi des produits. On a aussi tout ce qui relève du problème des salaires. Vous le voyez, en termes de PIB par habitant, par exemple, on est sur des revenus qui sont encore bien moindres que ceux que les Japonais touchent, alors que les Japonais se trouvent finalement de l'autre côté de la mer. Donc on est sur des différences qui sont assez importantes. Si on a une ouverture de l'économie depuis 1979, on reste dans un contexte communiste, bien évidemment, mais l'économie, elle, est plutôt une économie capitaliste, une économie de marché. On a encore des gros écarts qui apparaissent au sein de la société, au sein de la population. On a encore de gros problèmes en termes démographiques, d'exode rural, de croissance urbaine non maîtrisée, de vieillissement de la population, avec un sexe ratio déséquilibré. C'est ce qu'on avait évoqué lorsqu'on avait parlé justement de politique de l'enfant unique, à savoir que cette politique a tellement bien marché qu'aujourd'hui, la population stagne, vieillit de plus en plus. Et pour un pays qui est considéré comme l'atelier du monde, donc là où se créent les différents produits qu'on consomme, ça peut être problématique de voir cette main-d'œuvre progressivement disparaître. On a aussi toute cette question de dégradation de l'environnement. Vous avez tous déjà vu ces images au début de la crise du Covid-19, des nuages de pollution autour de Wuhan ou de Shanghai, par exemple, qui avaient tendance à diminuer parce que l'activité était au ralenti. Mais c'est une situation assez particulière puisque la pollution chinoise est extrêmement importante. Enfin, vous avez ces inégalités très fortes, territoriales chinois, puisque le littoral, la Chine bleue, est extrêmement développée, là où la campagne est encore très pauvre. De la même manière, vous avez des minorités qui sont à l'écart de la croissance. Par exemple, les Tibétains, qui sont aujourd'hui considérés comme, par la Chine en tout cas, par les habitants d'une province chinoise, sont encore très largement persécutés.
Donc on a de très gros problèmes entre les différentes régions. Et donc économiquement, oui, c'est une puissance, mais encore une fois, en termes d'avenir, la situation pourrait se dégrader. Et en termes d'égalité, d'équité, à l'intérieur du pays, on a encore de très gros écarts qui subsistent. Donc atelier du monde, mais malheureusement population vieillissante, et c'est ce que vous voyez ici sur ces pyramides des âges, que l'on avait appris à lire ensemble l'année passée. Si au début des années 2000, la situation était plutôt intéressante, plutôt réjouissante, vous voyez que plus la situation évolue, plus elle devient inquiétante, avec des populations qui d'ici 2050 seront majoritaires chez les plus anciens, alors que la natalité peine à se renouveler. Même chose en termes de pollution, avec des images que vous avez tous certainement déjà vues, des pollutions de l'air, pollution du sol, pollution des nappes phréatiques, qui sont extrêmement importantes. Donc une situation économique assez intéressante, mais qui soulève quand même quelques problèmes. Par contre, d'un point de vue militaire, c'est là où la Chine s'impose véritablement. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, donc elle a la capacité de faire valoir son droit de veto. Sa voix compte, elle peut influencer les décisions qui sont prises au niveau international. Elle possède l'arme nucléaire, donc ça en fait une puissance en termes de dissuasion extrêmement forte, extrêmement puissante. Et vous le voyez, les dépenses militaires sont très importantes, même si elles restent bien évidemment inférieures à celles des États-Unis. Mais ça en fait le deuxième pays en termes de puissance militaire. Malheureusement, ça reste encore très souvent un régime dictatorial, dans le sens où les droits de l'homme sont encore très peu respectés dans certaines circonstances. On a encore beaucoup de censure, parfois de peine de mort. Un régime qui est globalement plutôt répressif. Peu de libertés finalement qui sont accordées à la population. Et un accès assez difficile au Pacifique par la marine de guerre. Donc une capacité à faire rayonner ce pouvoir militaire assez restreint. C'est ce dont témoignent ces quelques caricatures. Vous le voyez ici, la chaise vide de Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix chinois. Tiens, si c'est ça que tu veux, on peut t'en fabriquer autant que tu veux. Liu Xiaobo, c'était un professeur et militant pour les droits de l'homme. Il était médiateur en 1989 lors de la crise de Tiananmen. Il a été emprisonné une première fois entre 1989 et 1991, puis emprisonné en 2008 après avoir manifesté contre le régime autoritaire chinois. Il a été élu prix Nobel de la paix en 2010, mais il n'a été libéré qu'en 2017. Et il est décédé quelques mois plus tard. Donc ça montre justement cette répression contre tout ce qui ne va pas dans le sens du pouvoir. De la même manière, il y a eu beaucoup de conflits, notamment autour de l'organisation des Jeux Olympiques à Pékin en 2008, dans le sens où encore trop souvent, les droits de la population, les droits des reporters, les droits de la presse sont bafoués par le régime en place. Quoi qu'il en soit, une puissance économique certaine, une puissance militaire certaine, et malheureusement une puissance culturelle qui peine encore à s'imposer. C'est peut-être là justement ce qui fait le caractère incomplet de la Chine. On a de plus en plus ce qu'on appelle les instituts Confucius, c'est-à-dire des établissements culturels publics qui sont implantés depuis 2004 par la République populaire de Chine un peu partout dans le monde, dans plusieurs villes du monde, et qui organisent des cours de langue, des cours de culture chinoise, etc. Donc ça participe à la diffusion de la culture. La diaspora chinoise est également un facteur extrêmement important puisque ça participe justement à la diffusion de la culture chinoise. Et puis les événements internationaux qu'on a déjà évoqués, les Jeux de Pékin en 2008, mais aussi l'exposition universelle de Shanghai en 2010 ou les Jeux olympiques de Pékin à nouveau, Beijing en 2022, participent au rayonnement de la Chine. Malheureusement, on a un soft power limité principalement par l'image d'un pays qui est répressif, très répressif, à l'image de Tiananmen en 1989. Pour rappel, l'idée, tout ça était parti d'une contestation étudiante, intellectuelle et ouvrière. Il y a eu des grèves, des manifestations contre la corruption et pour des réformes politiques et démocratiques, qui a donné lieu à l'instauration de la loi martiale. L'armée est intervenue et une partie de la population civile a été massacrée. On estime que les victimes vont de quelques centaines à plus de 10 000, ça dépend bien évidemment des sources. C'est toujours assez difficile de déterminer puisque l'État chinois a un contrôle assez fort justement sur les médias. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une image d'un pays répressif et du coup ça nuit beaucoup à l'influence du monde. Et la question se pose aussi de savoir si la Chine est capable de monter en puissance de manière pacifique. En effet, elle développe beaucoup son armée, mais d'un point de vue culturel,
elle semble avoir de la peine encore aujourd'hui à s'imposer. Donc vous le voyez ici, les Jeux Olympiques qui participent bien évidemment à la diffusion de la Chine et de la culture chinoise, mais des images qui restent encore très sombres, celle de Tiananmen, une image ici que vous avez certainement tous déjà vue, qui nuit encore beaucoup justement à la réputation de la Chine. Donc deux puissances incomplètes, assez intéressantes. Le Japon, qui est une puissance économique et une puissance culturelle, mais militairement qui souffre encore d'un certain retard, ce qui l'empêche d'être véritablement complète, alors que la Chine est une puissance économique et militaire, mais culturellement peine encore à s'imposer, même si l'effort se fait de plus en plus de ce point de vue-là, et pourrait, d'ici quelques années, amener la Chine à être véritablement une puissance à part entière. Voilà, nous arrêtons ici sur cette dernière image pour cette partie. La prochaine fois, nous commencerons à parler d'Union européenne. D'ici là, je vous souhaite comme toujours une excellente semaine et je reste à disposition pour vos questions.